troisième numéro de la deuxième saison, au 15e numéro du podcast. On est au Comedy Club, le Kings of Comedy Club à Excel, parce que je suis allé voir un humoriste français qui a joué au moment où le podcast sort pendant 3 jours chez nous. Il s'appelle Pierre Cross. Salut Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'était donc, au moment où on fait le podcast, c'était ta première hier. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, mini parenthèse, allez sur les internets. Il y a une vidéo qui a pas mal marché au moment d'enregistrer le podcast. On était à 800 000 sur la vidéo, plus tout ce qui traîne un peu partout. On était à peu près à 900 000 views. C'est une vidéo qui t'aide à rompre avec un PowerPoint. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'utilisation du PowerPoint dans la vie courante, et là, c'est la rupture. Et donc voilà, vous pouvez aller voir ça. J'essaierai de le mettre sur le site internet, car oui, j'ai un site internet maintenant, dangagnongratuitement.com. C'est la première fois on le lance. Hein? Et vous allez pouvoir aller voir la vidéo là-dessus. Et on dit toi que t'es un jeune humoriste, mais c'est toujours embêtant quand on parle de jeune humoriste, parce qu'on sait pas si ça fait 22 ans qu'il galère comme un con et on vient de commencer à en entendre parler, ou si vraiment ça commence maintenant. Et pour toi, c'est vrai, ça commence vraiment maintenant. J'ai joué la première fois mon spectacle d'une demi-heure le 27 mai 2012, je crois. Ah oui, donc c'est récent, c'est 999. C'est neuf. Ça sent encore le plastique. Ça sent encore les morceaux à travailler, à jouer en public et à se rendre compte des réactions et écrire selon les réactions du public. Et t'as quel âge? 26. Et j'imagine que si tu joues depuis le 27 mai, tu dois pas encore gagner $1 million par soir avec ça. Non. Et sinon, je t'aurais détesté. et tu fais quoi dans la vie pour genre manger? Est-ce que tu vis chez papa-maman ou t'as un vrai Non, boulot? je travaille chez Dailymotion, le site de partage vidéo. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis responsable des contenus humour. Donc. Ah, ok, je vois. En fait, je viens de faire une grande mascarade parce que je le savais, donc c'est débile, je sais pas pourquoi j'ai fait moi, ça. Je savais pas que tu le savais. Non, je sais. Et comment ça s'est passé? C'est quoi? Ça fait combien d'années que t'es là-bas chez Dailymotion? Ça fait 3 ans. Et est-ce qu'il y a une grosse compétition? Genre, mettons, si tes amis veulent te faire chier, ils te parlent de YouTube ou... Non. Gilles, hier, ici au Comedy Club, donc le responsable du lieu, parlait beaucoup de YouTube exprès pour changer un peu? Et ça va. C'est quoi en France, ça représente quoi les parts de marché entre YouTube et Dailymotion à peu près? Ça doit être dur à calculer, mais c'est en audience, c'est à peu près x5 pour YouTube. Ok. Donc ça va, vous avez une marge de progression. On a une marge de progression. On est un site français et donc on est très fiers de l'image qu'on a un peu partout dans le monde, parce que la France, c'est un marché qui a commencé beaucoup sur la France forcément, et petit à petit on s'impose aux États-Unis, partout dans le monde. Vous avez été à l'époque, YouTube limitait le nombre de minutes de vidéos, puis vous pouviez déjà en faire plus si ma mémoire est bonne. Ouais, mais maintenant on est à peu près au même niveau. Okay. Tu peux mettre des vidéos de 10 heures d'un chat en replay pendant 10 heures. Je sais pas si t'as vu ces vidéos-là. Pas pendant les 10 heures, je vais pas te mentir. J'ai décroché au bout de 4 heures. Les 6 premières heures, j'ai adoré. Après ça, 2, j'ai forcé un peu, mais les 2 dernières, j'ai pas pu. Et ça fait combien d'années que t'es donc chez Dailymotion? 3 ans, j'ai commencé en stage. Et t'avais déjà envie avant d'en faire, ou tu t'es dit au bout Parce que quand tu checkes que des vidéos sur Internet, il doit y avoir un moment donné où tu te dis, je serais peut-être pas le meilleur, mais je serais certainement pas le pire, quoi. Ça, c'est évident. Non, moi, avant de commencer Dailymotion, je voulais faire un spectacle. Ok. Et en arrivant, j'ai transformé les textes que j'avais en chronique vidéo. Ok. Donc j'ai fait 2 ans à peu près de vidéos. Enfin, je faisais des mini-saisons, une fois par semaine, je sortais un épisode, et c'était déjà des présentations PowerPoint en voix off. Ok. Donc ça engrangé pas du tout de vues. La vidéo la plus vue a dû faire 15 000 vues max. Et quand tu gères le truc humour, donc si tu veux, tu peux prendre ta vidéo puis la foutre en page. J'imagine. Ouais, mais j'évite, je le fais pas. C'est tentant où tu te dis, putain, si je le fais puis qu'on me pose la question, j'ai quand même l'air d'un con, quoi. Non, non, mais on me pose la question souvent, mais je le fais pas. Soit c'est mes collègues qui me le proposent, soit ça s'impose un peu comme celle la dernière qui est sortie. Elle était sur tous les gros sites de médias, donc on l'a remontée aussi, mais on n'est pas du tout les premiers à la remonter. Non, mais c'était ma question. Je m'étais dit, avec Dailymotion, est-ce que t'as, je dis pas que tu l'as fait, est-ce que t'as la capacité de changer un compteur si tu veux? T'as encore des capacités de le faire, mais de moins en moins tout seul, pour une raison simple, c'est que maintenant t'es payé pour faire des vidéos. Tu peux mettre de la pub, tu peux décider de mettre de la pub ou pas devant tes vidéos, et du coup les sites comme YouTube ou Dailymotion doivent un peu sécuriser le truc, parce que sinon tu te fais gagner toi-même de l'argent. Ouais. C'est pas une question de vues et de dire ça y est je suis connu, j'ai fait 1 million de vues. C'est plutôt une question de revenus, et d'ailleurs quand tu t'inscris sur les sites comme ça, tu t'engages à pas créer du trafic
du trafic un peu robotisé. Frauduleux. Pour justement... Ça présente quoi? Parce que c'est vraiment dur. Et même quand tu t'inscris sur certains sites, ils te disent jamais exactement comment tu vas gagner. Et je crois que ça fait un peu chier certains sites, en tout cas, de dire ce que ça représente. Je sais qu'on a posé la question à Norman, qui est lui, donc... t'as vu l'extrait de l'émission? Ouais, qui avait pas vraiment voulu répondre. Alors que moi, je veux dire, moi, je m'en fous. Je suis chez... donc, j'ai un truc sur YouTube et je dois avoir 50 000 vues au total avec les vidéos que j'ai fait, donc c'est rien. Mais ça représente à peu près allez, c'était quoi? C'est un centime les 1000 vues, je crois, un truc comme ça. Donc 1000 euros le million de vues à peu près. Ouais. Après, Norman, quand il répond pas, je comprends parce que c'est pas grâce à ses vidéos sur YouTube qu'il a fait le plus d'argent. Il a fait des opérations publicitaires et c'est quoi, c'est Crunchy qui l'avait envoyé? Il y a Crunch et Orange. Il a fait 2 grosses campagnes dans l'année, donc c'est effectivement compliqué de dire combien j'ai gagné grâce à mes vidéos sur Internet, parce que il compte pas non plus que ses millions de vues sur son compte perso. Ok. Il a fait et c'est normal qu'il veuille pas communiquer ces chiffres-là. Ouais, toi c'est je sais jamais comment ça se passe aux États-Unis. Je pense que en Amérique du Nord, tout le monde s'en fout. Et ici, c'est un peu encore dire combien tu gagnes, c'est un peu. Ouais, bah c'est une culture. C'est une culture. Quand t'as décidé de commencer à faire de l'humour, est-ce que t'as d'abord dit j'ai envie de faire de l'humour, comment je vais le faire, ou j'ai envie de faire ça, il faut que je le présente? Je sais pas si tu vois la différence. T'avais d'abord envie de faire quelque chose, t'as envie d'être humoriste, puis t'as trouvé de la manière de l'être. J'avais envie de faire de la scène depuis toujours. Je savais pas quel support, je savais que je voulais faire quelque chose qui changeait un peu. J'ai pensé, après au PowerPoint, en sortant d'école de commerce, en faisant mes premiers stages, etc. Je suis rentré d'une journée de boulot, je me rappelle, et je me suis dit ce serait marrant de faire des présentations PowerPoint sur scène et dire n'importe quoi pendant 1 heure, faire semblant. J'avais déjà l'idée de faire un faux prof, etc. Et ensuite seulement j'ai réussi à remonter un peu tout ce qui a été fait dans le temps. Donc je connaissais pas François Rollin, son spectacle avec le rétroprojecteur, les feuilles transparentes où il expliquait, il avait des théories sur les codes de carte bleue. Je connaissais pas le sketch qui était sorti un tout petit peu avant, qui s'appelait La physique quantique de Alexandre Astier, un truc avec un PowerPoint qu'il avait fait au festival Paris fait sa comédie, je crois. Et un peu plus tard, j'ai découvert Don Macmillan aux États-Unis qui fait du PowerPoint, et Dimitri Martin vraiment plus tard, genre il y a même moins d'1 an. Et tu l'as croisé, non? J'ai croisé à New York dans un magasin. J'ai rien dit, j'ai rien fait. J'étais au téléphone, j'ai voulu prendre une photo, j'ai paniqué, j'ai raccroché et j'ai rien fait d'autre. Et ça doit représenter 80% des rencontres avec tes idoles, parce que tu les vois, tu fais et je sais pas, quand t'aimes vraiment quelqu'un, t'as envie que la personne t'aime un peu bien. Ouais. Tu dis je vais pas aller le voir comme un fan. Ouais. Mais d'où t'es un fan? Arrête. Et c'est ça, fais pas semblant, ça se voit à ta face. En plus, ils doivent le savoir. Donc il a vu quelqu'un, lui, de son angle à lui, il a vu quelqu'un au téléphone faire raccrocher par erreur puis arrêter de bouger. C'est vrai qu'avec le métier que j'ai fait, les précédents, les stages, etc., j'ai souvent rencontré en tant que très jeune des gens que j'aimais bien, etc. Et j'ai jamais non plus trop de réactions excessives. Mais avec Dimitri Martin, c'était particulier parce que en plus je venais de regarder son spectacle, je le vois le jour d'après. Donc si vous êtes sur Twitter, je vous conseille vraiment de le suivre, parce que ce qu'il fait, c'est imaginez le dynamisme. Dimitri Martin, c'est l'inverse à peu près c'est pas un humoriste à grimace, c'est pas un humoriste qui a l'impression qu'il a pris de la coke juste avant, mais c'est hyper un peu jazz comme ça, tout smooth, tout. Et donc sur Twitter, ça marche franchement vraiment bien. Je pense que c'est Dimitri Off ou Dimitri Martin, mais en fait bref, t'as tapé Dimitri Martin. C'est marrant, son spectacle, le dernier là qu'il a enregistré en vidéo, il bouge pas, je crois, sur scène. Petit tabouret, un écran à côté. Même pas de tabouret. Il est debout et il bouge pas. Et on lui ramène son paperboard à un moment. Il fait 10 minutes, un quart d'heure sur le paperboard et il bouge pas. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 livres de dessin aussi qui sont sortis. C'est un gars qui aime bien faire ses petits dessins. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut être bien. Et donc, t'as découvert tout ça. Et est-ce que, genre, t'avais écrit des blagues, t'as découvert ce qui a été fait, t'as fait fuck, t'as jeté tout et t'as recommencé, ou t'as d'abord découvert et puis après t'as écrit ce que tu fais? Non, j'ai écrit forcément un peu plus jeune. Quand je faisais du théâtre, je proposais des textes pour les jouer en groupe, etc. Donc après, il y avait
plus ou moins d'inspiration et des choses qui peuvent ressembler. Si je regarde des vieux trucs que j'écris, je pense qu'il y a des références évidentes à des gens que je regardais à l'époque, quoi. Et c'est quoi l'objectif? C'est comment est-ce que tu voudrais que ça se passe? Où t'en es là? Donc, t'es venu jouer, c'est la première fois que tu joues en Belgique. Ouais. Et ce que tu fais peut s'exporter un peu partout. C'est pas trop franco-français. Je me suis rendu compte hier en jouant qu'il fallait quand même connaître un peu la France. OK. Parce que finalement, comme je pars de principe qu'il y a des sondages, etc., donc je parle de français, je fais sur 100 français. Ah oui, je donc vois. hier, je me rendais compte, j'avais pas tout repassé le texte dans ma tête, et je me rendais compte que je parlais beaucoup de français. Donc j'ai essayé un peu en improvisant de parler des Belges, mais il y a quelques références. Après, c'est pas non plus dingue. Et il y a un truc aussi quand les Français viennent en Belgique. Je crois que dans l'ordre, parce qu'il y a aussi quand les Français viennent au Québec, tu vois, si tu changes rien, c'est une chose. Mais je trouve que pire que de rien changer, il y a essayer de placer une référence alors que tu vois que l'humoriste voit absolument pas de quoi il parle. Là, je vais dire, c'est comme votre premier ministre, Di Rupo. il a noté le nom sur un papier juste à côté. Ah oui, je passais ici près du cimetière d'Ixelles à Bruxelles 1050 et je me disais pourquoi est-ce que tu sonnes et donc voilà, donc t'arrives à jouer souvent, c'est ça le je fais une fois par semaine. OK. À Paris, à Pigalle, dans un bar qui s'appelle Le Sonar. C'est gratuit, c'est 40 personnes. OK. C'est vraiment dans l'idée de progresser et de jouer devant de plus en plus de gens que je connais pas. Grâce à la vidéo, il y a de plus en plus de gens que je connais pas. Et là, je vais faire un peu une date exceptionnelle au théâtre de 10h. OK. C'est le premier plaisir, ça, quand tu vois dans la salle plus de gens que tu connais pas que de gens que tu connais. Ouais. Parce que c'est inquiétant quand tu vois juste des gens que tu connais, tu fais mais je connais pas 2 millions de personnes, donc à un moment donné ou à un autre, ça va finir par Donc soit t'arrives à te transformer en gens que tu connais pas, soit t'arrêtes. Hein. Ben, c'est le plus triste. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui disent mais j'arrive plus à remplir les salles. C'est que t'as vraiment fait le tour des gens que tu connaissais. Et ça fait toujours un peu de peine. Et donc voilà, la logique, t'as dit, c'est 40 places et c'est gratuit, c'est ça? Ouais, parce que pour l'instant, je considère pas avoir un produit totalement fini et c'est encore dans venez pour qu'on travaille ensemble. Il y a une grosse partie que je dois améliorer, c'est les interactions avec le public. En tant que prof, c'est obligatoire et c'est le genre de truc où j'ai un PowerPoint, j'ai un écran, il y a tellement de trucs pendant le spectacle auxquels je dois penser que le public, au bout d'un moment, j'y pense pas. Et je commence à le travailler. J'ai joué avant-hier à Paris et ça y est, ça commence un peu à venir. Quelqu'un qui réagit dans la salle, moi qui fais quelque chose en interaction. Et l'avantage, c'est ça, c'est que la première fois que les personnes réagissent, tu dis quelque chose, c'est pas marrant. La 8e fois, c'est marrant. Puis tu dis, celle-là, je le garde. Ouais. Après, ça devient une vanne. Après, tu l'écris dans le texte. Ça, c'est un truc, c'est les faux décrochages. Quelqu'un qui sait, qui attend un bruit pour pouvoir sortir sa petite vanne. C'est pour ça qu'il faut jamais aller voir un spectacle 2 fois, sinon t'es déçu. À fond, tu dis 2 choses. Il joue bien, cet enfoiré qui fait semblant d'improviser. Sont rares. Il y en a quelques-uns. Ça, c'est 2 références québécoises, mais Jean-Marc Parent, qui est un gars qui serait impossible à vendre ici parce qu'il a un style vraiment bizarre. Je l'ai vu une fois c'est un des rares qui improvise. J'ai vu une fois faire un sketch. Le gars, c'est un hypochondriaque, donc un personnage vraiment drôle parce que c'est pas fake. Il y a vraiment, et il avait été amené faire un ballon, montgolfière. Voilà, il était dans la nacelle et ils ont failli se cracher, un truc comme ça. Et il parlait de quelque chose d'autre. Il rentre dans cette anecdote-là et elle dure 4-5 minutes. Et c'est un des trucs les plus drôles que j'ai entendu de ma vie. Et au bout du 4-5 minutes, tu fais tiens, c'est vrai. Je m'en souvenais même plus de ce truc-là. Et tu te dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu viens d'improviser 4-5 minutes qui sont plus drôles que... Et lui, c'est un gars, il faisait des shows... Il a un peu causé, sans le faire exprès, la fin de Michel Courtemanche. D'accord. Parce qu'il faisait des shows de télé qui étaient en live et c'était des impros. Et il arrêtait pas, il dépassait toujours le temps, ça marchait bien. Et à un moment donné, il avait loué c'était le Forum, je crois, à l'époque à Montréal, donc 14 000 personnes et c'était 12 ou 24 heures d'impro. Et c'était pour le Nouvel An, il avait rempli, ça marchait super bien. Et quelqu'un qui avait poussé Courtemanche à faire la même chose. D'accord. Et pauvre Courtemanche, au bout de, je me souviens plus combien de temps, a fait honnêtement, je serais pas capable, donc désolé, allez vous faire rembourser. Et il fait plus rien en live maintenant, il fait des trucs enregistrés, mais voilà, il y en a qui sont capables, la plupart, c'est ça, comme tu dis, malheureusement, dès qu'il y a un petit, c'est comme les magiciens, quoi. C'est les interactions avec la foule, c'est des trucs qui sont dans le spectacle, ouais. Mais non, il y en a qui savent très bien le faire. Kéron à Paris, il arrive vraiment à improviser devant un public et
et à faire un tiers, voire la moitié de son spectacle sans texte, quoi. Mais ça, c'est limite déprimant pour la personne qui se dit j'ai beau écrire des blagues, quand j'improvise, je suis encore plus drôle. À quel point ça vaut la peine d'écrire? Ça se passe comment à Paris? Tu dis que tu joues, j'ai l'impression qu'il y a 50 000 spectacles en même temps. Tous les soirs. Il y en a beaucoup, ouais. En plus, c'est un samedi soir que je joue, donc le samedi, c'est le jour où il y a le plus de spectacles. Je pense j'ai entendu quelques chiffres du genre 300-400 artistes qui se produisent dans la semaine à Paris. Donc ouais, c'est compliqué. Après, le fait que ce soit gratuit, le but, c'est de trouver un peu des moyens de communiquer un peu originaux pour faire venir les gens, pour faire découvrir le truc. La vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'est le bon exemple, et il faut retrouver d'autres idées comme ça. Parce que c'est ça, toi, le point, c'est que t'es un nouvel humoriste. Et comment t'es perçu par les autres humoristes, vu que tu vis... En même temps, il y en a de plus en plus qui avaient un autre boulot qui arrive vers le métier d'humoriste. T'es vu comment, comme étant en plus un gars qui vient ça de l'humour de Dailymotion, est-ce que t'as l'air d'être un suit, finalement, un cadre qui débarque à vouloir faire de la blague? T'as des relations un peu? Tu commences à... Non, parce que j'ai pas le truc, il vient d'une entreprise, c'est Dailymotion, c'est une image plutôt cool, s'occuper de la chaîne humour, ça veut dire que je m'y connais un peu. C'est pas non plus, je suis pas crédible en faisant de l'humour, en fait. Si j'étais comptable chez Dailymotion, peut-être, mais ce serait pas la même chose. Et c'est qui tes contacts que tu as en humour? C'est principalement via ton travail sur Dailymotion, ou ça a été à force d'aller voir des spectacles? Genre tu me disais que t'es le fils d'Arthur. Il y a forcément les contacts un peu pro, et puis Benjamin avec qui je travaille, qui a un festival, on en parlait avant le podcast, et lui aussi a beaucoup de contacts, donc à force, oui, on va voir les spectacles, on rencontre les gens plus facilement que un public classique qui peut pas forcément parler aux artistes après, donc voilà. Et c'est quoi le festival? C'est le Campus Comedy Tour, qui est un festival qui fait tourner des humoristes célèbres dans les écoles de commerce pour faire jouer les étudiants en première partie, avec une finale au Casino de Paris en janvier. Ok, et ça dure combien de temps Ça dure 3 mois, ça va commencer en octobre. Ok. Octobre, novembre, décembre, c'est les humoristes qui vont dans les écoles en France, donc un peu partout, il y a une quinzaine d'écoles partenaires. Et la finale, c'est en janvier. Donc il y a un petit break pendant les vacances, et tout le monde se retrouve. Il y a une sélection des humoristes, des jeunes humoristes, donc des étudiants qui se fait, et les meilleurs passent sur la scène du Casino de Paris. Campuscomedytour.fr. Comme FR. FR, parfait. Ouais. Comme ça, c'est ça. Il y en a que c'est. Et tu sais quoi, s'il y a le projet de faire ça dans d'autres pays, de promener un peu le but, je pense que c'est le développer dans les pays francophones, comme la Belgique, la Suisse, et voir le Canada. Nous passera un petit coup de fil, ça, Benjamin. On va checker ce qu'on peut faire. Non, mais c'est intéressant. Le problème, c'est ça, il y en a plein qui sont drôles, il y en a plein qui sont pas drôles. C'est comment est-ce que tu fais pour arriver à te faire connaître? Et c'est ça le plus difficile, je pense, quand tu commences, c'est de te dire, OK, ma famille me trouve drôle, mais est-ce que des gens que je connais pas me trouvent drôle? C'est vraiment la première étape compliquée, je pense que c'est la première année à Paris où t'es pas connu, où tu veux faire des scènes ouvertes, des plateaux, mais il y a tellement de monde que si t'as pas le petit contact qui va te faire jouer plus facilement, qui va te dire viens quand il y a un peu de place, la première année, soit il y a ton talent qui s'impose, soit tu prends du temps, et souvent tu te décourages, je pense. Tu te souviens de ta première? Ben, j'espère que oui, c'était il y a 2 semaines, mais c'est ça. Alors, Monsieur Galabru, vous vous souvenez de la première fois? Comment ça s'est passé? Raconte-moi, genre, de la veille au soir jusqu'au spectacle, comment ça s'est passé? Parce que quand... La toute première fois où je suis monté sur scène avec ce projet de PowerPoint, c'était en première partie de Baptiste et Caplin à Dijon, dans mon école. OK. C'était pas ma promo, parce que j'étais parti de l'école déjà depuis 2-3 ans, donc je les connaissais pas, mais j'avais déjà fait des amphis là-bas en tant qu'étudiant, des spectacles, etc. Donc t'étais pas en terrain complètement inconnu. Voilà, ça m'a beaucoup aidé, et j'ai pas du tout stressé, et je crois que même aujourd'hui, il n'y a aucune scène pour l'instant qui m'a fait vraiment stresser. Non, t'es calme. Ouais, je suis très calme. Est-ce que t'es calme parce que t'as confiance, ou t'es calme parce que tu t'en fous d'échouer? Je suis calme parce que je pense que j'ai un écran, et c'est un petit refuge, tu vois. Ok, t'es pas un pilote automobile, t'es un conducteur de train, en gros. Donc ça peut pas aller si mal que ça. Ouais, ça. Ou si ça va mal, c'est que c'est le dérail. Si ça va mal, c'est que c'est l'accident et il y a des morts. C'est arrivé les soirs que ça s'est moins bien passé? Il y a des soirs où il y a moins de réactions, où il y a des soirs où ça se passe très bien, il y a beaucoup de réactions et ça se sent à peu près à la 3e vanne. Et il y a des soirs où tu sais que ça va pas rire
plus que ça, mais ça se passe toujours bien. Vu que tu as un support, est-ce qu'il y a est-ce que tu as l'impression qu'il y a un plus grand danger de décrocher? Moi, je pense que si j'avais un support, que j'ai l'impression qu'il y a 50% qui roule tout seul, de temps en temps, dans mon cerveau, serait parti, je serais, hop, là, je suis en train d'imaginer ce que je vais faire après, hop, je suis en train de... Ouais. Dans la tête, surtout quand tu ajoutes des nouveautés, en fait, tu te dis, tu penses 3 minutes avant, tu sais, je sais qu'il y a une nouveauté qui va arriver, et dès que tu commences à y penser, tu décroches, et en fait, quand je suis sur scène, j'essaye de vraiment pas y penser. Quand je travaille chez moi, je sais que dès que je pense à ce qui se passe dans 3 minutes, j'oublie mon texte, j'y arrive pas. C'est quoi le pourcentage de ton temps qui est réparti, qui est pour le spectacle, et le pourcentage qui est sur ton travail chez Dailymotion? Encore aujourd'hui, tu es toujours full-time chez Dailymotion? Ouais. L'objectif, c'est quoi? Comment ça? Est-ce que tu veux... De rester, de faire un maximum de choses le plus possible. Et il y aura peut-être un moment où j'aurai pas le temps de faire les deux, mais pour l'instant, ça se passe bien et les deux sont fortement liés, donc pourquoi pas? Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient la vidéo sur Internet comme étant la meilleure manière de se faire connaître aujourd'hui. Je pense que les chroniqueurs en radio en a tellement que c'est peut-être pas nécessairement ça. Faire un passage en télé, maintenant qu'il y a 222 milliards de chaînes, je pense pas que tu fasses un passage en télé puis le lendemain tu sois une superstar et ça y est. C'est vrai. Par contre, si tu arrives à faire plusieurs centaines de milliers de views avec quelques vidéos, tu as une espèce de renommée, tu as surtout une fanbase qui te suit toi-même. Déjà, ouais. On a vu, YouTube Dailymotion, c'est de la vidéo qui est. J'ai vu quelques articles dernièrement sur le passage justement de ces gens-là qui font de la vidéo à d'autres. Ouais, c'est ça exactement. Que j'ai trouvé fort. Mais pour résumer l'article, en gros, ça disait Norman, Cyprien, 10 minutes à perdre. Voilà, ils se sont plantés parce qu'en fait, ils sont habitués de pas avoir à faire beaucoup d'efforts pour leur vie. Je résume en caricaturant, à faire énormément d'efforts dans leurs vidéos, et comme leur public est jeune et pauvre, ils les ont pas suivis ensuite. Ouais. Ce que je trouvais quand même un peu... C'est comme analyser une défaite, c'est facile une fois. C'est comme essayer de trouver les résultats du loto le lendemain du loto, tu vois. C'est un peu... je trouvais ça un peu facile et un peu gratuit, parce qu'on voyait pas... Si on n'avait pas vu le nombre de vues que faisait Norman, pour prendre juste un exemple, je suis convaincu que tu aurais eu plein d'articles en disant « ça ne marchera jamais, ce truc-là est pas bon. Ouais. » Et le nombre de vues est obligé de faire taire cette personne. On dit « Je comprends pas pourquoi ça marche. » Et ça donne un peu l'impression que maintenant je peux... tu vois que c'est pas bon, en fait. Moi, je trouvais que ça faisait un peu vendetta gratuite, mais bon, ça, c'est un avis personnel. Moi aussi. Mais je pense que c'est le cas, et je connais pas personnellement le journaliste qui a fait ça, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais c'est dommage. C'est une nouvelle génération et c'est un nouveau format, et c'est juste qu'il faut tester des trucs, et voilà. Bon, après, commencer par le cinéma, c'est effectivement peut-être dangereux. Mais le cinéma, surtout en France, j'ai l'impression, c'est vu comme étant... c'est sacré. Ouais, c'est alors sacré. que quand tu regardes les séries télé américaines, il y a plein de séries télé américaines qui sont meilleures que les films américains. Ouais. T'as des acteurs qui vont dans là t'as encore... c'est quoi? C'est The Following avec... c'est Kevin Bacon, je crois, qui vient de ça, qui va être dans... qui est, parce que ça vient de commencer, The Following. Et je vois pas ce que la France a à sacraliser le cinéma. C'est ça que quand tu regardes les séries télé françaises, tu te dis... Ouais. Ah oui, c'est normal que le cinéma soit sacré. J'ai insulté plein de gens, c'était pas voulu. Mais et c'est un autre détail, je vois pas pourquoi est-ce que... Bon là, c'est normal, là, c'est chouette, il y a eu du succès sur YouTube. Premier film, ça se plante. J'ai juste vu un extrait de la bande-annonce. Et bon, je pense pas que c'est moi qui va renflouer leur coffre, mais on s'en fout. Je vois pas pourquoi, à partir du moment où tu as du succès une première fois, tous les trucs que tu fais devraient avoir du succès. Qu'est-ce qu'on s'en fout s'il met 5-6 films avant de réussir? Ouais. Je vois pas pourquoi ton échec il a mis beaucoup de vidéos avant d'être connu. Hein. Les gens le savent pas, mais les gens l'ont connu avec ses podcasts tout seul face caméra, mais ça faisait 3-4 ans qu'il était sur Internet. Il est sur Dailymotion depuis presque le début, et c'est tout. C'est une démarche artistique normale. Et t'as un peu des contacts, toi, avec ces gens-là, parce que vous devez être... Ouais. Et c'est quoi comment est-ce qu'ils voient, eux, le reste de l'humour? Parce que eux, ils doivent avoir une vision, eux, et on a dû... Donc, c'est des jeunes, mais quand on a vu qu'il y avait du succès, il y a dû avoir une chier d'entreprises puis d'humoristes qui sont venus faire un peu de lèche chez eux. Ouais, mais eux sont... ceux que je rencontre et ceux que je connais bien, ils sont assez respectueux, en tout cas, du travail des autres. Ils vont voir des spectacles sur scène, ils essayent de faire de la scène, certains discrètement. Moi j'en ai déjà fait monter 2 en première partie. Ils jouent 5 minutes et ils se rendent compte de ce que c'est faire rire devant du public. Il y a beaucoup qui vont jouer au Paname à Paris, c'est un bar à République qui
qui fait monter voilà des gens. C'est Kader Aoun qui fait ça. Il fait monter des humoristes du web sur scène et du coup ils sont obligés de respecter le truc parce qu'ils se rendent compte que pour faire rire du public c'est différent. Mais à côté de ça, ils ont trouvé leur humour sur Internet et ils sont ravis de faire des collaborations avec des humoristes. À Montreux, par exemple, qui est un festival où je vais souvent via Dailymotion. Gros festival d'humour, c'est un des plus gros côté francophone, c'est en Suisse. Ouais. C'est en Suisse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils font venir maintenant les stars du web à chaque fois. Et les stars du web font des vidéos avec les humoristes. Et il y a une mécanique qui est hyper intéressante parce que les deux sont un peu admiratifs. Les humoristes se disent comment ils font autant de millions de vues sur Internet et les gens du web se disent comment ils font rire autant de gens sur scène quoi. Ouais. Voilà. Et il y a le Palmacho qui essaye de se remettre à la scène parce que eux ont commencé par la scène, ils ont fait une grosse carrière sur Internet du coup et maintenant ils sont montés sur scène à Montreux, ils vont recommencer des trucs. Le Palmacho, c'était eux qui faisaient une situation et disaient mettons comment réagir dans telle situation. Par exemple, c'est quand tu fais la météo, un truc comme ça, et t'avais 7, 8, 9, 10, 11 gags placés à la suite. Ouais. Exactement. C'est à chaque fois, c'est quand tu, ou quand il, quand... Voilà. Okay, ouais. Et c'est... Donc, jusqu'à cette année, c'était des caméras fixes. Maintenant, ils ont fait des choses avec un montage un peu différent. Mais avant, c'était des caméras fixes où t'avais un plan et, comme tu dis, plein de situations, une quinzaine, je pense. En 2-3 minutes, t'avais 15 prétextes arrière. Et c'est passé sur la TNT en France, si je me trompe pas, non? C'est passé sur Direct 8 qui a été racheté par Canal et du coup ils sont toujours sur D8 maintenant et voilà, ils sont bien installés en télé et c'est très bien pour eux. Toi, t'es assez bien placé pour en parler. Le truc qui est limite cliché qu'on entend souvent parler, c'est bien placé pour en parler parce qu'avec le podcast, je fais tout de suite 0 francs, 0 centimes. Mais on dit, ah oui, c'est beau le web, c'est beau faire 2 millions de views, mais on n'a pas encore trouvé le modèle économique. Toi qui es à fond dedans, qu'est-ce que t'en penses? Ben, t'es à fond dedans, je veux dire, c'est ton boulot. Ouais, en plus... Peut-être que t'es pas à fond dedans, peut-être que tu t'en fous de ton boulot. Non, en plus, mais ça me surprendrait. Je suis en plein dans le truc où on essaye de réfléchir à comment installer un modèle économique sur Dailymotion. Parce que la pub classique, mettons, on va vendre le skinage du site. La vraie pub sur Dailymotion et sur un site de partage vidéo, c'est avant la vidéo. C'est ça qui est l'avenir. Ouais. Voilà, c'est le pré-roll. Et c'est l'avenir, c'est ça qui coûte le plus cher à une marque à installer. L'habillage, etc., c'est plus pour de la communication et des opérations un peu spéciales, mais pour une marque qui doit communiquer toute l'année, un truc comme Coca ou comme une marque de voiture, c'est le pré-roll. Et le pré-roll, chez Dailymotion, tu peux pas skipper l'annonce, je crois, c'est ça? Si, tu peux au bout de 5 secondes, 5 secondes. Et si tu skippes l'annonce, la marque paye pas, c'est ça? Non. Le principe, c'est de dire t'as 5 secondes, si ta pub est vue 5 secondes, tu payes. Ok. Et donc, c'est pour ça YouTube et Dailymotion ont installé ce système de skip au bout de 5 secondes. Et est-ce que les marques s'adaptent? Est-ce que, moi, si j'étais une marque, je préfère une vidéo où il se passe déjà quelque chose dans le 5 premières secondes. Je remettrais pas le spot télé parce que ça fait pas de sens. Il y a une pub incroyable que j'ai vue il y a pas longtemps. C'est une marque de téléphone, je crois que ça va être Samsung, qui a fait un espèce de best-of du web, tu vois, le truc qu'on voit partout, avec que des trucs incroyables, un mec qui range 10 gobelets un au-dessus de l'autre en 1 seconde. Et ça commence par ça. Donc t'as 3 secondes où tu vois le mec ranger une pyramide de gobelets en 1 seconde. Donc tu regardes la pub, elle doit durer 30 secondes et tu la regardes jusqu'au bout. Parce que t'étais... Parce que c'est ce que tu viens voir. Tu viens voir ça sur Internet. Et si on te le propose en pub, t'es content de le voir. C'est s'adapter à son public, finalement, et au public. Et les marques commencent. Est-ce que ça commence à être un peu plus facile de convaincre les marques de mettre... J'aimerais ça d'avoir un petit peu plus de pré-roll que j'en voyais avant. Bah oui. De toute façon... Oui. Parce qu'en télé, même si tu dis, mettons, excuse-moi de te couper, mais les audiences, pendant un bout de temps, je sais pas comment c'est maintenant, mais aux États-Unis, pendant un bout de temps, les audiences étaient calculées en fonction, pas mettons, de combien il y avait de personnes qui regardaient, mais combien il y avait de personnes qui étaient là pendant la pub. Ce qui permettait aux annonceurs de savoir exactement le nombre de personnes qu'il y avait. Et aujourd'hui, entre autres, avec les trucs que tu enregistres et avec les box qui te permettent, il y a personne qui enregistre une émission, puis quand c'est la pub, la regarde. Il y a pas de point à faire ça, alors que si tu es sur Internet, tu sais
que si tu as adapté ton contenu de manière intelligente, les gens qui vont regarder la vidéo vont regarder ta pub. Donc, je préfère avoir 10% en moins dans des chiffres ou 20-25% en moins dans les chiffres totaux, mais savoir que j'ai eu l'attention des gens pendant ce temps-là. Ouais, c'est quelque chose de bien plus ciblé sur Internet, je pense. Après, les grosses marques qui font de la pub sur Internet font aussi de la pub en affichage, en télé, ils sont obligés aussi d'être partout. Mais c'est des publics différents et Internet, c'est des publics qui vont cliquer, qui vont aller chercher des infos, donc tu fais passer un message différent qu'en télé. En télé, c'est de la visibilité, donc tu veux faire parler de ta marque. C'est comme la vidéo que j'ai faite, le mini réflexe de mettre à la fin l'affiche du spectacle avec quelques infos, ça fait venir des gens sur la page et ça fait réserver, et voilà. Donc, moi, j'ai jamais eu une vidéo qui a fait autant de vues, donc je peux vraiment pas te dire. Est-ce que tu as senti un impact? Par exemple, tu as une page fan sur Facebook? Ouais, j'avais une page fan à 200, aujourd'hui elle est à 650, je crois. Okay, c'est pas énorme parce que c'est pas le message que j'ai fait passer. Oh oui, non, bien sûr. J'aurais pu finir la vidéo en mettant, au lieu de mettre mon affiche de spectacle, j'aurais pu mettre mon... Toi qui fais un facecam en disant « Hey, salut tout le monde, vous avez aimé la vidéo, venez me rejoindre. Voilà. C'était pas le message, je voulais faire passer un seul message clair, c'était le spectacle, pour que les gens comprennent que ce que j'ai montré en vidéo, c'était un concept sur scène. Voilà, après ça veut pas dire que la prochaine je mettrai pas un autre message. Et le but c'est ça, j'imagine, toi, c'est de te servir de ces vidéos-là pour arriver à bâtir ton following. Ouais, mais après c'est pas un objectif, j'ai pas comme objectif d'en sortir 10, hein. Je vais essayer de continuer un peu, mais je veux pas en faire une série, je veux pas... C'est quoi l'objectif à moyen terme? Donc s'imposer sur scène et la radio, la télé, les films, ça t'intéresse ou pas? Non. Enfin non, pas pour le moment. Le vrai objectif, c'est défendre le projet d'un mec avec un PowerPoint sur scène. Okay. Et de faire, réussir à trouver les différents moyens d'en faire parler. Donc jouer le plus possible, jouer dans une salle connue à Paris. Le théâtre de 10h, c'est très bien. On va voir ce que ça donne. C'est vendredi prochain. Et après faire sur les autres médias le même concept. Ça m'intéresse pas pour le moment, je suis encore trop jeune dans le projet pour aller faire une chronique en radio qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Oui, c'est ça, parce que ceux qui aiment bien la chronique vont te voir en spectacle et se demandent ce que tu fous. Ouais. Ceux qui aiment bien en spectacle écoutent la chronique et se demandent ce que tu fous aussi. Exactement. Et tu vas voir beaucoup de spectacles? Ouais, je vais en voir 2 par semaine à peu près. OK, et c'est qui là, c'est toujours un peu con comme question, donc 4-5 que tu peux nommer que tu as bien aimé. S'il y en a eu 4-5, je déteste tout ce que je vois. Que j'ai vu récemment, il y a Chris Esquer qui est dans le même style un peu. J'allais dire, parce que quand tu parlais de ton style, je l'ai vu parce que j'allais voir Walter moi quelques fois, donc qui est au point virgule. Là, il jouait juste avant. Maintenant, il est au grand point virgule, je crois. Ouais, exactement. Et qui est tronche, quoi. Son truc est vraiment inventif parce que ça, il utilise beaucoup de couvertures de magazines et de petits objets, tout ça. Ça doit être une douleur dans le cul d'amener ce show-là sur la route parce que tous les objets qu'il doit se trimballer avec, mais... pour l'instant, il est pas beaucoup sur la route, mais ouais, il faut un peu occupé sur une petite chaîne de télé qui s'appelle Canal quelque chose. Et lui, c'est typiquement aussi le personnage qui a réussi à avoir des formats différents, mais le même personnage vraiment. À la télé, quand tu vas le voir sur scène, c'est la même chose. C'est fidèle à ce qu'il montre en télé, et du coup, t'es pas du tout déçu parce que tu retrouves vraiment ce que tu as voulu voir. Si tu fais quelque chose de différent, si demain je faisais des parodies sur Internet et un PowerPoint sur scène, j'aurais des gens qui veulent venir voir de la parodie ou de l'imitation, et c'est pas le but. Et donc Chris Esquer. Ouais, il y a Kéron, Baptiste Le Caplin qui sont dans un autre style, mais qu'on croise souvent parce qu'on connaît un peu le monde qui les entoure, et c'est des plateaux qu'on fait ensemble. Kéron, il a un plateau le lundi soir au théâtre de 10h, je l'ai déjà fait 3 fois, je crois, je le refais ce lundi. Donc c'est des gens que j'aime beaucoup voir sur scène, et forcément, j'ai vu leur spectacle 3-4 fois, mais c'est toujours impressionnant. Et Baptiste Le Caplin qui a fait un film, dernièrement. Ouais, New York. Et comment ça s'est... Moi, j'ai entendu les critiques ou qui étaient, comment je dirais, peu enthousiastes sur les choses comme ça. Ouais, c'est surtout au niveau du scénario, je crois, ce que j'ai vu. C'est un peu ça. Après, c'était Géraldine Nakache. Géraldine Nakache et Leila Bekti, qui avaient déjà fait un film toutes les deux dans ce duo qui avait très bien marché. Et qui ont retenté le truc, mais moi je pense que, en plus je suis allé à New York récemment et c'est un truc, c'est frais, j'ai bien aimé ce film. Et tu sais, est-ce que tu sais, je sais pas si c'est assez proche de lui pour savoir,
le fait d'être dans un film, tu dois être super enthousiaste et tu dois toujours être déçu quand il n'est pas accueilli bien, parce que j'imagine que tu mets des efforts, tu mets un truc comme ça. Tu sais un peu comment il a réagi ou pas? Ouais, moi je crois pas l'avoir vu depuis. Ben, j'imagine que tu te dis, hey, Baptiste, je me demandais. Ouais. Vu que les gens ont dit que c'était naze. Comment tu te sens? Je suis même pas sûr de l'avoir croisé récemment, mais. Tu lui poseras la question lundi, juste avant. Il va adorer. Ce qui était marrant, c'est qu'en sortant du film, je l'ai mentionné sur Twitter et il m'a écrit en privé direct. Tu vois, en disant alors qu'est-ce que t'en as pensé Ah ouais, déjà, ça donne déjà une partie de la réponse, c'est que ça l'intéresse. Ouais, parce qu'en fait il était en avant, je l'avais vu en avant-première à Metz et ça l'avait surpris que je le vois aussitôt, je pense, et effectivement c'est juste un peu avant la sortie où tu l'as vu, où peu de gens l'ont vu et t'as peu de retours, et dès que t'as un retour c'est normal. Ouais, c'est ça, tu vas aller chercher. Il y a une bonne tête, je trouve. Il y a vraiment une bonne tête, je suis sûr il doit faire quelque chose en ciné, il va en faire quelque chose. Il y a quel âge, tu sais pas? Je crois qu'il a notre âge, à peu près 28. Ouais, c'est ça, notre âge, 28. Très bien. Un peu moins, moi j'ai 22, mais on va dire que c'est bien. Donc ouais, Baptiste Lecoplin, Kairon, est-ce que il y a des trucs que t'as vu, un type d'humour qui te parle moins? Pas que c'est naze, je dis, moi j'ai déjà cité des personnes que je trouve qu'ils cartonnent, je comprends pourquoi ils cartonnent, mais moi tu fais comme, je comprends pas. Et quand t'es en France, j'ai l'impression qu'il y a un super choc des générations entre un humour old school bien efficace qui a bien marché et tout ça, mais un humour de belle-mère en gros, et pour reprendre, je me souviens plus qui avait dit ça, et un humour un peu plus neuf, un peu plus moderne, voilà. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec le visuel. Ok. Et après, ce qui me dérange, c'est qu'on classe parfois mon truc en visuel. Et quand je vois ça, quand on me demande, je fais non, sur Bière et Duc, on le met sur quoi? Sur One Man Show, sur visuel? Non, pas visuel, s'il te plaît. ce que vous voulez, mais pas. Ouais. Et Bière et Duc, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce que quand je vois des humoristes français parler de leur spectacle, je leur vois souvent parler de Bière et Duc, qui a l'air d'être le groupon de la farce. et j'aimerais voir, parce que ça a l'air d'avoir un gros impact chez les gens et chez les humoristes en soi. Et j'aimerais que tu m'expliques un peu ce que c'est, parce que c'est le site le plus connu à Paris et certainement en France pour les spectacles d'humour. Je crois pas que ce soit le numéro 1 de la billetterie, mais ça doit être le numéro 2 et ça doit être le numéro 1 pour les humoristes. En tout cas, la référence, c'est beaucoup ciblé sur l'humour, les spectacles, pas forcément du one-man show, mais des pièces, etc. Donc forcément, les humoristes le sont un peu appropriés sur scène. T'as une fiche spectacle assez claire avec ton affiche, tes infos et les commentaires et les votes. Et c'est finalement comme un réseau social où c'est à celui qui aura le plus de commentaires, c'est à celui qui aura la meilleure note, etc. Ah, ok. Je vois. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui pose quelque chose puis qui va voir le nombre de likes sur C'est exactement ça. Quand tu finis ton spectacle, tu sais que 2 jours après, t'auras une dizaine de nouvelles critiques, donc t'y vas. C'est un réseau social. En fait, s'il y a un truc qui est génial avec les artistes de manière générale, c'est si tu veux que quelqu'un sache qui tu es, parle de lui. Au bout de 6 minutes, il est en train de lire ce que tu as dit sur lui. Là. Tu te googles des fois? Ouais. Ta moyenne, c'est quoi? Moi, je peux prendre une fois par semaine. Oh, une fois par jour. Hein. En ce moment, c'est une fois par jour. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis pas mis en raccourci mon lien Bière et Duc. Donc, si je veux aller voir les nouveaux commentaires, je tape mon nom dans Google. Ce qui fausse un peu. Et l'autre, c'est parce que ma mère me l'a demandé, parce que moi, je me googlerais pas moi-même, promis. Et l'autre, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de trucs, des articles, etc. Donc, j'essaie de voir ce qui ressort récemment. Mais après, dans une semaine classique où je joue mon spectacle une fois par semaine, c'est plus proche d'une fois par semaine. Mais là, j'avoue que c'est plutôt une fois par jour, voire plus. Hein. Et quand tu as une vidéo qui marche bien, qui est comme la tienne, j'imagine que sur les 800 000 personnes qui ont regardé, il y a dû en avoir, même si c'est on dirait 1% qui n'aiment pas, ça fait quand même 8 000 personnes. Et ils réagissent beaucoup. Est-ce que tu as reçu pas mal de trucs négatifs suite à ça? Ouais, des trucs drôles. Des trucs du genre principe drôle, mais le mec est à chier. C'est le jeu d'acteur en fait qui est pour l'instant qui est ressorti le plus, c'est le jeu d'acteur. Et c'est vrai, je suis pas du tout comédien de tournage, donc effectivement, il y a le petit passage au début où c'est joué et c'est pas ce que je fais sur scène parce que c'est la petite scène du quotidien où la fille dit c'est bon ce que tu manges. Ouais, je joue pas. J'ai aucun problème à dire que je sais pas jouer ce genre de scène, mais bon, ça passe. Et le but, c'est en 20 secondes de les amener au PowerPoint. Et c'est ce que j'ai réussi à faire dans la vidéo. C'est dur.
pour ça que je disais, si tu veux que quelqu'un sache que tu existes, parle de lui, parce que c'est sûr que tout le monde le lit. Et t'arrives à t'en semi-foutre, tu les compiles, tu te retiens pour pas leur répondre, qu'est-ce que tu fais? Je les lis à voix haute à mes potes, ça me fait marrer. Ça permet d'évacuer un peu. Mais c'est, honnêtement, tous ceux qui font de l'humour, je pense que la plupart, on est tous une bande de comment on pourrait dire ça sans utiliser un terme trop péjoratif, de giant babies, quoi. Si tu ressens 822 compliments, puis quelqu'un qui fait, en fait, je trouve qu'il est nul, ça te gâche vraiment ta minute si ça se passe bien, ta journée ça va pas, puis ta semaine c'est un problème de personnalité. Mais c'est horrible parce que si tu vas sur Google, et moi tu sais que j'ai arrêté de le faire parce que tu dis chouette, ah quelqu'un qui m'aime pas, ma journée est foutue. Et tu dis vraiment man, vraiment tu vas faire ça? Je sais pas pourquoi, mais et moi j'ai un truc débile. Je devrais pas dire ça, mais j'accorde, tu sais, on dit l'habit fait pas le moine. J'accorde beaucoup de crédibilité à la personne qui est la personne qui le dit, tu vois. Mais sur Internet, j'ai toujours l'impression que tous ceux qui écrivent, ils sont cool, ils ont bon goût, ils sont jeunes, ils sont intelligents. Tu vois. Alors que des fois, si tu verrais qu'il l'a dit, tu fais, ouais, ben c'est normal que ça connecte pas. Moi, je reçois souvent des critiques sur mon accent. Et ironiquement, ceux qui se plaignent le plus de mon accent, en général, c'est ceux qui ont le plus énorme accent de toute l'histoire de l'univers, quoi. Genre qui, eux, passeraient pas en télé, alors que c'est leur propre fucking pays, tu vois. Mais, ouais, moi, j'ai un peu arrêté. Je me suis dit, en fait, si l'opinion de quelqu'un ne compterait pas si elle était positive, il n'y a aucune raison qu'elle compte si elle est négative. Ouais. Sinon, ça fait de toi juste une diva. En fait, là où c'est dérangeant, c'est plus quand c'est rare, quand t'as peu de retours et que les quelques retours que t'as sont mauvais. Le jour où tu fais un spectacle et que t'as 2 critiques sur ton site, dont une qui est mauvaise, là, pendant 2-3 jours, tu te dis, ah bon, il y a un truc qui va pas. Ah ben, le pire, c'est que là-dedans, il y a une seule conclusion, c'est que c'était pas bon. Parce que t'as beau essayer de retourner ça dans ta tête comme tu veux. J'avais entendu une phrase que je trouve super, c'est si ton spectacle est pas vraiment bon, tout le monde s'en fout. Si ton spectacle est genre juste un peu bon, le problème c'est qu'il y a aussi tout le monde s'en fout. Il y a juste si t'es excellent ou si t'es à chier qu'il va y avoir des réactions. Et donc quand t'en reçois 2, même si c'est 2 bonnes, c'est vraiment genre c'était pas terrible. Ça. Et c'est dur de se rendre à l'évidence, mais c'est comme si tu fais un rencard avec une fille puis au bout de 8 mois elle t'a pas rappelé. Il y a des bonnes chances que c'est parce que elle ne te désire pas ardemment. Tu veux pas que ça soit ça l'explication, mais il y a des très fortes chances que ce soit ça quand même, quoi. Non, et après, voilà, quand c'est une vidéo qui marche bien comme celle-là, il y a tellement de trucs bien qui se passent à côté que ça te fait rire de lire les trucs mauvais. Oui, c'est ça, parce que tu peux relativiser. Ouais. Et c'est ça. Tu sais que derrière, tu vas jouer ton spectacle sur une plus grande scène parce qu'on te le propose. Tu sais que derrière, il y a d'autres trucs qui tombent. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, ça fait combien de temps déjà la vidéo est sortie? Ça fait 8 jours. 8 jours. Ouais. Et qu'est-ce que tu as eu comme... tu as eu un impact, genre des coups de fil, vraiment de gens qui ont vu, qui se demandent, qui veulent des... Oui. Tu as eu quoi comme débouché professionnel, en gros? T'as tout... Les gens qui gravitent autour d'Internet, qui regardent, donc t'as des propositions pour faire des vidéos, des propositions pour des marques, assez vite. Sérieux? T'as déjà eu? Non, tu vas pas nommer, c'est tant que c'est possible, mais... Oui, forcément. C'est des gens qui cherchent ça toute la journée, donc quand ça leur tombe dessus, ils sont contents. Tu fous ma gueule, donc si moi je fais une vidéo qui marche bien, ils vont m'appeler? Bien sûr. Jeez, est-ce que je glande à faire un podcast avec un mec qui fait des spectacles depuis 3 jours? Ah oui, t'es sérieux? En plus, moi, j'ai aucune fierté, mais je ferais de la pub pour n'importe quoi. Moi aussi. Bientôt, on va te voir dans une pub. Tous les jours, j'utilise les tampons Tampax. Moi, je mettrais un logo de la marque dans mon spectacle, s'il faut. Sur toutes les slides du PowerPoint. C'est génial. Oups, c'est pas la bonne slide, c'est la slide de Coca-Cola. Mais déjà, je voulais le faire comme gag. Gratuitement en gag. Ouais. En faisant 1 minute à citer que des marques, en faisant des jeux de mots et en mettant les logos. En disant, c'est un gag, mais si quelqu'un de la marque le voit, il y a peut-être moyen. Exactement. Ouais, je vois ton genre de gag. Moi aussi, je fais ça. Je vais faire un gag. Je vais dire, si vous voulez sponsoriser le podcast, c'est possible. Je répète, c'est possible. Ouais. On rigole. Mais après, il n'y a pas à cacher que tout le monde a envie un peu de faire ça. C'est le moyen de continuer à faire quelque chose sur Internet ou sur scène
et de pas aller ailleurs pour gagner de l'argent. De toute façon, je pense que à partir du moment où tout le monde veut de l'argent parce que sinon, ben, tu meurs et c'est pas chouette, honnêtement, mourir. Moi, ça peut ne pas être chouette. C'est pas dans le top 10 des choses que je préfère. C'est même pas dans le top 20 pour tout dire. Et si en plus tu peux gagner de l'argent en faisant quelque chose que t'aimes, à moins que ça soit, je sais pas, pour faire la promotion des armes ou du trafic d'êtres humains, là, j'avoue que... Ça peut être drôle aussi, ça. Non, à partir de 5 €, moi, je m'en fous. Je fais la promotion des maladies, si vous voulez. Mais je fais un contre-téléthon où j'essaie de retirer de l'argent à la recherche contre la maladie. Chaque dollar que vous nous donnez n'ira pas à la recherche contre... Je m'engage à les mettre sur un compte où ils n'iront jamais. Ça serait pas mal. Ah oui, mais tu sais, Et c'est même pas... En fait, le but, c'est pas gagner de l'argent pour non, mais c'est l'impact. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, de ça, parce qu'on fait plein de blagues, mais c'est de dire, t'as pas besoin de faire 10 ans de vidéos pour avoir un impact. Donc Exactement. oui, tu peux être... Il y a 99,9% des gens qui sont dans les méandres et l'oubli de l'Internet, mais quand t'arrives à faire un truc qui se démarque, directement, on te remarque. Puis derrière, ça sert aussi à éventuellement faire une pub, à produire le spectacle, à le faire monter plus haut sur une scène plus grande, à faire de l'affichage. Pour l'instant, c'est un spectacle qui coûte rien et qui est plutôt dans le positif. Et le jour où on veut investir de l'argent dedans, ben, c'est aussi un moyen d'en gagner. Mais c'est bien ta patience, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un détail où il y en a qui sont assez pressés. Tu sais, je dis ça, puis c'est ironique, parce que moi, à peu près ma première date, je l'ai fait au Cirque Royal. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas personne qui peut... S'il y a une personne qui peut pas parler, je pense que c'est moi, mais le fait de se dire, c'est pas un sprint. Le but, c'est pas de faire de l'humour pendant 6 mois et 2 jours, c'est d'en faire tout le temps. Et je trouve ça vachement bien comme démarche de dire, on va le faire gratuitement, puis on va s'amuser. Puis, il n'y a pas la même pression. Tu dis, si tu rates une vanne un soir, tu dis, c'est déjà bon, les gens sont venus, c'est gratuit. Là où ça m'aide, c'est que comme j'ai un métier à côté, que j'aime bien, j'ai aucune pression. C'est que je peux rentrer chez moi, ça va pas marcher, ben je gagne de l'argent à côté. Donc, tu peux vivre, c'est ça t'empêche pas de manger. Quoi. Et le fait de pas avoir de pression, c'est un gros luxe que beaucoup n'ont pas. Et qui fait que quand tu arrives sur un plateau, tu dois être le meilleur parce que les gens doivent venir à ton spectacle, parce que tu gagnes pas d'argent à côté. Alors que moi, j'arrive sur un plateau, si je suis premier et que l'ambiance est plus froide, ben tant pis, j'aime pas, mais il y a pas de conséquences. Ouais. Non, c'est bien. Moi aussi, j'ai de la chance d'avoir un boulot à côté et c'est l'absence du sentiment d'urgence de faire comme les autres aussi. Ça te dérange pas d'être différent parce que même si ça met 6 mois avant 8 mois avant que ça commence à marcher, ça change rien dans ta vie. Finalement. Ouais, exactement. Et en plus, on peut pas parler non plus de quelque chose de trop lent. Ça fait 8 mois, je sais pas. Mais ouais, c'est ça, ça doit faire autour de 8 mois, ouais. C'est déjà très bien. Je fais des gros plateaux à Paris avec des humoristes qui font de la scène depuis 5 ans, 6 ans. J'arrive à faire des premières parties de gens que je regardais en spectacle il y a 2-3 ans. Ça devient jamais normal, ça. Il y a aucune fois où ça fait toujours genre je peux pas croire que je suis ici. Je crois que même dans 15-20 ans, j'imagine que si tu croises quelqu'un qui t'idolâtre, c'est la première partie de David Martin pour dire un autre, fait tu sais qu'à l'époque je t'avais croisé à New York puis j'avais pas osé. Ce que tu viens de dire avec la vidéo, donc voilà, juste pour revenir là-dessus, parce que nous, entre autres, ici au Kings of Comedy Club, on a le tournoi. D'ailleurs, on recommence avec le tournoi si vous voulez vous inscrire. C'est quoi, ça? Next Prince of Comedy. On fait un chouette tournoi, sérieusement. C'est je dis ça, c'est pas objectif parce que c'est nous autres qui le faisons. Mais on s'est dit, le problème avec l'humour, tous ceux qui veulent commencer, normalement, c'est des scènes ouvertes et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde se casse. Nous, on a fait un tournoi, genre on a un plateau à la Roland-Garros. On est 32 humoristes et c'est des duels. Et c'est 2 fois 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, t'as vraiment une sirène de bateau et ton sketch est fini. Et c'est le public qui... Le public vote, mais que par Twitter, parce que c'est posture. S'il y en a qui viennent de plus loin, ben c'est chiant, ils peuvent quand même voter pour leurs potes et tout. C'est bien d'avoir du réseau. Parce qu'à Paris, t'as beaucoup d'endroits où t'as pas de réseau. J'aimerais bien faire un truc comme ça, mais... Oui, Wi-Fi gratuit, Kings of Comedy Club. Comme ça, c'est voilà, on brûle pas non plus la 3G des gens. Il y a un vote qui va pour le public qui décide. 2 votes, c'est un jury, genre, soit des producteurs, c'est souvent Gilles Morin, Cédric ici,
Kings of Comedy, Julien aussi, qui viennent faire les votes. Et à chaque fois, tu passes donc une ronde. Et la finale, c'est tout ton matériel. Donc, tu dois faire 2 fois 15 minutes. Donc, les gens, sur une période ça avait été 15 semaines, je crois. Bref, une quinzaine de semaines de tournoi, avaient créé 30 minutes de matériel. Bon, après ça, t'en gardes 10-12, mais c'est chouette. L'endroit était toujours rempli parce que t'avais plein qui venaient jouer, puis des styles différents. On a eu merde, comment ça s'appelle? Quelqu'un avec des marionnettes, marionnettiste, tu vas me dire? Un Parisien? Non, c'est Jacques Albert qui est t'avais des imitateurs, t'avais des gens qui faisaient du stand-up, donc t'as vraiment de la scène ouverte. T'avais de tout, et comme c'était 2 fois 3 minutes, si tu te plantes, il y en a qui sont plantés, il y en a 3 minutes tunnel, 0 rire, 3 minutes, c'est pas grave. Et pour le public, c'est chouette parce que si t'aimes pas, c'est pas grave non plus. C'est leur 3 minutes. Donc c'est super rude parce que pendant qu'il y en a qui fait son sketch, l'autre reste sur la scène. Donc t'es en face comme un combat de boxe, mais l'ambiance était super agréable. Et ça, pour moi, c'est du format qui est hyper intéressant pour ceux qui veulent commencer, même ceux qui le font depuis un bout de temps, parce que ça permet, tu sais, si tu veux faire tester des nouvelles blagues, en 3 minutes, tu dis, au pire, ça marche pas, c'est pas très grave. Et le gagnant est en train d'écrire son spectacle, il y a déjà quelques premières parties de cédulé. Toi, tu t'animais ou tu... Ouais. D'accord. J'ai animé avec Cody. Non, parce que moi, tu vois, je suis trop... Ouais, c'était sûr de gagner. Moi, je suis au-dessus, toi. Non, ça n'avait pas été moi qui l'avais organisé, j'aurais été dedans. On va pas se mentir. Mais tu vois, ça, c'est le genre de capsule qui... j'ai rien contre de demande qu'à en rire. Rien pour non plus. Ça m'intéresse juste pas, c'est personnel. Mais ça, tu vois, ça me va très bien de voir ça en télé. Parce que tu as de la vraie découverte rapide. Tu vois, et en plus... Il y a quand même un truc qui est vrai, c'est que quand tu fais un plateau, il y a vraiment une bonne ambiance d'humoriste. C'est des gens qui s'aiment bien, il n'y a pas de... Il y en a qui venaient même quand c'était pas leur match à eux. Parce qu'ils venaient voir un peu comment ça se passait. Il n'y a pas de gens... Enfin, je les connais pas tous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne ambiance. Mais quand tu fais un plateau, tu as quand même envie d'être meilleur que les autres. C'est le but. C'est lui qui... Et c'est pas avoué. Alors que toi, quand t'expliques ce principe-là, c'est que c'est avoué. C'est que t'arrives sur scène et que tu dois être meilleur que les autres. Et puis même, entre guillemets, te juge, mais il y en a qui ont pas gagné, avec qui on va quand même travailler parce qu'il y avait un truc qui était super chez eux, tout ce que tu voudras. Mais oui, mais de toute façon, un plateau, c'est toujours ça quand t'es humoriste, c'est que si tu passes le 6e, t'écoutes les 5 premiers, t'espères entendre des rires parce que tu dis, ah, cool, genre, public bien, hein? Mais si t'as fait 6 rires que t'entends 1 minute et demie, tu commences à te dire, genre, fuck, là, ça va être dur de passer derrière. Moi, quand je fais un bon passage, j'ai envie de rester jusqu'au bout pour voir si j'ai été le meilleur. Mais c'est vrai. Si je fais un mauvais passage, je reprends mon vidéoprojecteur si j'arrive à le débrancher. Parce que des fois, il est sur scène, donc je suis obligé de rester jusqu'au bout. Et quand je fais un bon passage, j'essaye de rester et de me rendre compte si c'est... Si t'as gagné la soirée, quoi. Ah ouais, mais il y a ça, et il y a le côté... Si t'as pas fait un mauvais passage, ou un passage moyen, puis que les autres t'ont battu, c'est plus ou moins l'équivalent de être tout nu, ficelé en public devant quelqu'un qui te pointe en rigolant. C'est à peu près la sensation que tu ressens. Puis en plus, tu vas les faire comme, t'es vraiment content pour l'autre personne, parce que mon but, c'est pas que les autres soient pas drôles, jamais. Mais tu veux que les autres soient drôles, et toi plus. Ouais, parce que si les autres sont drôles, t'as la bonne ambiance. Ouais. Et après, tu peux être meilleur. Et ce qui est drôle des fois aussi d'entendre, surtout dans des scènes, dans certaines scènes ouvertes, moi, c'est arrivé une fois que j'avais entendu ça, ça me faisait rire. Dans la même soirée, t'entends quelqu'un dire « Ah, mais le public, t'es pas chaud ce soir. » Et t'entends un autre pour qui ça vient enchaîner. « Le public, t'es super chaud ce soir. » Dites les gars, vous aviez le même public. Ouais, après, il y a l'ordre de passage aussi qui est important. Ça reste vrai. Hein. On te demande qu'à en rire. Toi, tu irais pas parce que tu pourrais pas faire autre chose que ce que tu fais, j'imagine. C'est pas dans ta logique, mais qu'est-ce que t'en penses? Si. Non, mais ça commence à me trotter dans la tête. Ah ouais? Ok. Mais si, mais par contre, faudrait que je fasse un truc sur écran. Oui, pour que ça fasse du sens. Pour rester dans le même style où je suis sur Paperboard, mais Paperboard c'est peut-être un peu trop connoté. Il y a Arnaud de Samer qui en a fait beaucoup, etc. Donc, et en plus, moi, ce qui me fait marrer dans PowerPoint, c'est aussi l'utilisation du truc, quoi. Ouais. Que tu puisses jouer sur les titres, te moquer j'ai un sketch sur ça, sur les gens qui font n'importe quoi sur PowerPoint, parce qu'ils veulent absolument mettre tous les effets possibles. Donc, ce serait la condition du PowerPoint et pas trop d'actualité, pas de sujet d'actualité, mais après ça. C'est un peu dans la logique de j'ai réussi à faire du bruit sur Internet, il faut que j'aille faire du bruit sur un autre média. Ouais, c'est ça, se diffuser un maximum. Mais pour la diffusion, justement, c'est super. Je te dis, moi, c'est pas mon premier temps, mais quand tu vois le nombre de personnes qui étaient déjà douées et qui ont réussi à montrer au monde qu'il était doué et qui arrivent à remplir des... Ouais. Par contre, c'est pas du tout le truc qu'il faut faire en premier. Je pense pas. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Pour ça que t'as le souvenir vidéo derrière.
Ouais. La cassette. Ça, c'est un truc, c'est vrai que ceux qui... J'ai pensé à ça ce matin. T'imagines ceux qui, mettons, genre Madonna à l'époque, elle avait fait des photos à poil. Mais elle, pour le coup, c'était de la pellicule. Ouais. Et une fois que la pellicule avait été imprimée, mise dans un magazine, pour elle, c'était fini. Ouais. Nous, au moins, on le sait. Que Ouais. si tu fais une chose, c'est jusqu'à la fin de ta life. C'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est ce qu'on se dit avec mon coloc. On se dit, mais les hommes politiques, dans 20 ans, ils vont galérer. Parce qu'ils auront forcément des photos sur Facebook, sur Internet Ouais. qui vont sortir très vite. Tu sais, t'imagines que Barack Obama était peut-être sur MSN à l'époque. Ouais. Il y a peut-être un dude qui était chez lui qui entendait genre cling cling et c'était genre Barack Obama 27 à hotmail.com. Ouais. J'aimerais savoir c'était quoi l'adresse de Barack Obama sur Hotmail à l'époque. J'aimerais savoir ça quoi. Ça doit être je pense que si j'étais même si t'es garde du corps, tu connais l'adresse mail du président. Moi je pense que genre je fermerais jamais ma gueule en soirée en disant puis vous savez quoi, je connais l'adresse du président américain. Et ça me fait rire parce que quand tu vois aussi la différence, je sais pas comment ça se passe exactement pour les sorties de François Hollande en France, mais je sais qu'ici notre premier ministre de temps en temps il va sortir en boîte. Quoi. Mais il va sortir en boîte et bon c'est sa vie quoi. Il était encore heureux qu'il puisse vivre un peu. Mais tu dis t'imagines à quel point on n'est pas dans la même logique. T'imagines jamais Barack Obama débarquer boire un verre au Kings of Comedy Club, juste dire ouais non c'était sympa, j'ai vu 2 humoristes et je me suis cassé. C'est marrant, mais c'est obligatoire. Tu repenses quand t'as... Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est les mecs qui explosent un peu dans l'année et qui ont de la notoriété, et puis tu regardes l'historique de mails que t'as avec eux Ouais. quand ils essaient de mettre des... Enfin, tu vois, quand ils essaient de faire de la vue sur Internet, quoi. Ah oui, toi j'imagine ouais, que t'en as quelques-uns comme ça forcément de parler Ouais, de il y a job un que truc t'as. marrant. Je crois qu'on a le CV de Norman. Sérieux? Ouais. Ça doit être... ça, c'est à mettre dans un coffre. Si j'avais ton boulot, moi, j'aurais un coffre-fort, mais grand comme une maison. Comme ça. Ça, on le garde, ça, on le garde, ça, on le garde aussi. C'est marrant. Il y a quel âge, Norman? Notre âge. Donc 22, 23. Ouais. il a 26, je crois. Il doit être, je pense, de 86 ou de 87. Parce qu'il a un peu l'air d'avoir 14 ans. Hein. Ouais, bah c'est son personnage. Ça va Bien hyper bien avec son personnage. Bien joué, C'est pour ça que dans le film, j'ai pas vu le film non plus, mais c'est pour ça que dans le film, ça me choque un peu quand il joue il est en couple, je crois. Dans l'extrait que j'ai vu, il est en couple. Il part en week-end avec sa copine, je crois, un truc comme ça. Et t'as l'impression C'est bizarre, parce que son personnage sur Internet, c'est le mec permis. un peu loser, Ouais. qui est célibataire et qui apprend à parler anglais. Et qui essaie d'avoir le permis. Donc c'est pas le même personnage, et forcément quand t'es connu pour un personnage, si tu vas directement dans une direction différente, soit c'est clair et net, soit c'est trop subtil et le public comprend pas forcément. J'avoue, parce que je crois pas que tout le monde réalise que c'est un personnage non plus. Quand ça fait longtemps que tu joues le même, on pense que c'est toi et ça fait... Et puis le film est médiatisé autour de lui, donc tu vois Norman partout, donc tu penses au personnage que tu connais. Pour revenir là-dessus, et on va tout doucement conclure là-dessus, je suis un jeune humoriste, je m'appelle Des Gagnon. Restons anonymes. Et je dis, putain, ça veut dire que si je fais une vidéo qui marche bien, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'en essaye 12, 15, 20 avant que ça marche. Mais c'est quoi la meilleure manière tu vas me dire qu'elle soit bonne, évidemment. Mais une fois que j'ai une vidéo, je me dis, putain, fuck, j'ai 12 amis Facebook, j'ai pas du tout les bons contacts. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite si tu vas faire de la vue. Moi, j'ai mis ma vidéo en ligne à 17h30 le mercredi. À 18h. C'était voulu l'heure? Non, mais tu sais que c'est plutôt en fin de journée que les gens partagent, que les gens ont fini leur boulot ou sont encore au bureau, mais ils se Genre prennent... 10h14 le matin, c'est moins bien que 17h30. C'est bien pour d'autres trucs, c'est bien pour de la news, pour du people, parce que c'est un truc qui va jouer dans la journée, mais pour de l'humour, c'est du divertissement. Donc du divertissement, c'est quand t'as fini de travailler. OK. Ou à la pause, le déj. Voilà. Oui. Mais donc je la sors. Et j'ai déjà sorti des vidéos, je te disais, j'ai fait une petite chronique à l'époque, 15 000 vues max, et voilà, tu la sors, tu regardes ton compteur une heure après, t'as 200 vues de tes potes. Et c'est ça. Et chez Dailymotion, tu vois en temps réel? Ouais, tu vois en temps réel. Et moi, pas la même chose avec YouTube où tu dois ouais, attendre. ça bloque un moment. Mais moi, je mets ma vidéo à 17h30, à 18h, elle avait 2000 vues. Et tu fais, oh, il se passe quelque chose, ouais. J'ai mis l'ami, je me dis, forcément, ça partage. Ah ouais. Et après, il y a un site qui m'a repris, qui a fait un article qui s'appelle Spion. OK. C'est ça qui fait beaucoup, C'est ça qui fait. beaucoup. Parce que lui, je le connais personnellement. On travaille avec Dailymotion ensemble et c'est quelqu'un d'hyper sympa. On se voit régulièrement, même s'il est pas sur Paris. Et le fait que lui me mette en article, il y a tous les sites qui font la même chose, un peu concurrents, qui regardent, qui trouvent ça marrant et qui la relaient. Et c'est ça qui fait qu'en une journée, elle part un peu partout. Et après, les trucs sérieux.
Un peu plus tard, le Huffington Post, qui analyse Le Monde, un peu. voilà, les Inrocks qui font un petit article sur la rupture, comment ça se passe dans nos générations, les télés qui en parlent justement pour l'accroche. Il y a une vidéo marrante qui est passée sur Internet, comment les gens maintenant rompent, Je crois que c'est rompoirsme. rompoir sur avec les nouvelles technologies, donc avec les SMS. Il y a plein d'articles qui commencent comme ça. Puisque je me Google 3 fois par jour, je vois tous les articles qui parlent de la vidéo. Voilà, je balance le chiffre, c'est 3 fois par jour. Voilà, comme ça, on a dit, oui, si, non, tous les jours, on commence doucement, et là, le chat sort du sac. Mais donc, il y a pas vraiment, je peux pas, mettons, envoyer à, je sais pas, buzz@dailymotion.com. Hey, checker ma vidéo, elle est chouette. Tu peux me l'envoyer? Mais non, mais moi je les vois de toute façon. Ouais. Moi je vois à peu près tout. Et... Mais c'est con. Pour toi ça semble une évidence, mais nous on a toujours l'impression quand t'es de l'autre côté de l'ordinateur et que tu postes un truc en disant putain j'ai envoyé ça dans une tour de verre que personne ne voit. Mais si tu mets donc c'est parce dans que la catégorie. Ce qui est vrai plutôt avec YouTube qui se cache pas du truc. YouTube c'est un gros moteur et il n'y a pas d'édito vraiment. Il y a des gens qui regardent forcément, mais qui suivent pas au quotidien, alors que Dailymotion, on regarde ce qui se passe, on regarde les contenus français pour mon équipe, et moi j'ai un flux d'actualité de tous les gens qui postent des vidéos humour dans la journée. Donc c'est-à-dire que c'est ça, si je choisis la catégorie humour, voilà. Ça arrive à quelque part sur ton ordinateur d'une manière ou d'une autre. Je le fais, après tu checkes probablement pas tous parce qu'il faut que tu bosses, mais... il y a des catégories, en fait, il y a les comptes officiels créatifs, ça c'est des gens les qui partenaires un peu, voilà. Ça. Et les autres j'ai pas le temps, je peux pas les regarder. Par contre, tous les partenaires, je peux les regarder et rien qu'avec le titre et l'image, je comprends si c'est bon ou pas. Ouais. Et c'est rare qu'il y ait une vidéo qui m'échappe, qui ait fait 100 000 vues et que je l'ai pas vue avant. Ok. Et si, mettons, on n'est pas partenaire, justement, on met une vidéo, puis on a réussi à avoir 12 000 vues. Là, probablement, vous allez le voir en disant, oh, tu sais, il s'est passé quelque chose. Ouais, bien sûr. Et puis, s'il y a une vidéo qui fait 100 000 vues dans la journée, ça remonte quelque part. Ça remonte sur le site, tu les vois. Mais c'est souvent le démarrage, parce que toi, tu viens de le dire, souvent, c'est ça, c'est un truc. Moi, quand je faisais chez Énergie, des fois, tu avais un journal qui en parlait, mais qui le mettait sur la homepage. Le truc partait après. Mais le plus dur, c'est une fois, c'est de faire des bons trucs. Mais une fois que tu as fait un bon truc, des fois, c'est d'avoir... c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas 50 000 contacts, c'est un, quoi. C'est un contact. Moi, j'ai fait deux choses. J'ai mis sur mon Facebook et je l'ai envoyé au mec qui travaille pour Spion. Ah ouais, c'est dingue, hein? C'est tout. Et et aux États-Unis, t'as les sites genre Reddit ou BuzzFeed ou des trucs comme ça. Et t'en as plus. Quand tu regardes l'historique des buzz, je sais pas si tu vois la vidéo, le gars qui est le Double Rainbow Guy. Ouais. Le gars qui trippe parce qu'il voit un Double Rainbow. Lui, c'est dingue. Donc, faut checker Double Rainbow et il y a eu un remake, je crois, qui s'appelle les Gregory Brothers qui auto-tune de News. Plein de remixes, plein de parodies. Mais tu sais qu'ils ont fait de l'argent parce qu'ils en ont vendu, je sais pas, ils ont fait un remix avec Double Rainbow. Musique, c'est ça, ils ont fait de l'autotune. Ouais. Donc, dessus, ils l'ont mis sur iTunes, ils l'ont vendu, ils ont séparé les profits, mais je me souviens plus le nombre c'est plusieurs, je veux dire 1 million, mais ça me semble être exagéré, mais ils ont fait plusieurs, en tout cas... C'est possible que ce soit ça, hein. En tout cas, dans les 6 chiffres, on va dire, je veux pas non plus abuser, mais la façon dont c'est arrivé, c'est que le gars, il fait quelques vidéos qu'il mettait sur son YouTube, et il en avait envoyé une qui était pas du tout celle-là à Jimmy Kimmel, qui fait donc l'émission de fin de soirée, Jimmy Kimmel Live, sur ABC. Et il envoie ça, et les gens de chez Kimmel regardent, et voit l'autre vidéo et tombe complètement en amour avec le gars qui fait « Oh my God! Double Rainbow! Oh my God! » Et il trouve génial, il le passe dans l'émission, et une fois qu'ils ont passé dans l'émission... Ouais, aux États-Unis, il y a ça. Et en France, pas trop encore. C'est dur d'avoir une émission et derrière une vague de vues sur Internet. T'as Tosh.no aussi, avec l'humoriste Daniel Tosh qui fait ça aux États-Unis, qui a un impact de malade. Et j'ai l'impression qu'en France, par contre, en Belgique, il n'y a pas vraiment ça. Il y a des sites, justement, comme tu dis, l'Oxpion, que moi, je connais pas. J'avais fait un truc avec Topito qui m'avait demandé une série d'humoristes. Et tu me dis que c'est comme ça que tu avais entendu parler du podcast, d'ailleurs. Ouais, exactement. Et qui, eux, diffusent, qui sont spécialisés un peu plus sur le web, sur le divertissement. Et donc, voilà, c'est plus ça qu'on doit chercher. C'est aujourd'hui ce qui fait la viralité, c'est des sites comme ça qui travaillent au quotidien de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va marcher et qui essayent de balancer en premier les liens, les infos, etc. Et c'est ce qui fait leur trafic. Et aujourd'hui, de plus en plus, les journalistes regardent ces sites pour en parler parce que eux n'ont pas le temps de faire ce boulot-là. Et ils voient en France, il y a Spion, 10 minutes à perdre, Coréus.
C'est 3 gros sites qui font ce genre de choses et ils vont régulièrement dessus et ils les citent. C'est devenu des références. C'est l'avantage aussi, mais avec le fait que les journaux soient en ligne, c'est qu'un journaliste en ligne, mine de rien, à la fin de la journée, doit avoir ramené un certain nombre de clics à son site. Et s'il y a des trucs qui font du buzz, ça fait du buzz, ça va faire du buzz pour nous aussi et on pourra avoir des clics. C'est vrai. Et c'est fou parce que ça devient une grosse chaîne. T'as une grosse bulle de gens, une mini porte entre les deux, puis une grosse bulle de gens qui essaient de créer du contenu. Mais ceux qui arrivent à passer d'un univers à l'autre, c'est ça le... Et toi, ta prochaine vidéo, tu fais quoi? Si elle fait 12 000 vues, t'arrêtes de te googler, tu changes de pays? Ou t'es déjà prêt à ce que ça soit le cas? Je suis prêt à... ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vois comment ça marche. Le fait d'en faire une, ça te fait comprendre plein de trucs. Ça te fait comprendre que le titre, c'est hyper important. C'est le titre qui a bien marché, là. Tu vois sur ton Facebook un rompre à l'aide d'un PowerPoint, tu te dis, c'est marrant. Ouais. Tu sais déjà que c'est marrant, quoi. Il y a juste que tu joues super mal. Ouais, il y a un jeu d'acteur scandaleux. C'est quoi, on va te donner un César juste pour te le retirer. Juste pour dire non. Non, pas lui. Redonne, Pierre, donne. Même quand je vais le redonner, je vais mal jouer. J'ai surjoué. Mais en fait, ça devrait être ta fierté en disant, peut-être, t'imagines, j'arrive à faire 900 000 vues alors que je joue mal et toi, tu joues bien. et le son qui est pas bon aussi. Enfin bref, ça c'est un autre. Le son dans Citizen Kane n'est pas bon non plus, tu sais. La vidéo est passée sur Europe 1 et je me dis comment ils peuvent passer ça, quoi. Pas mixé. Ils ont passé sur Europe, ils ont passé le truc. Ouais. En fait, l'avantage c'est ça, c'est que t'as de plus en plus. Tant que t'as plein d'émissions qui cherchent du contenu. Ouais, et puis t'as de plus en plus d'émissions web qui parlent du web. Alors ça s'appelle Des clics et des claques sur Europe 1. Ils parlent pendant 1 heure, peut-être même 2, du web. Donc en gros, là, si je résume bien, c'est. Déjà, c'est des trucs simples qui marchent bien. Si t'avais fait une vidéo en disant truc marrant d'un gars qui va. Quand je faisais la minute à propos, donc la série, il y avait des épisodes de la minute à propos de l'auto-entrepreneur. Oh, ça c'est 100 000 clics juste sur le titre, ça. Ouais, elle a 2000 vues. C'est des vannes sur les auto-entrepreneurs qui se lèvent et qui disent bon, je me prends une matinée. C'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression que c'est le truc. Si ta vidéo c'est juste ça, blague c'est toi entrepreneur, bon, mais je me prends ma matinée, que la vidéo finit, c'est ma vidéo préférée à vie. En fait, j'aime l'humour de y a pas d'effort. Ouais. On fait des blagues et puis t'as quelqu'un qui... Moi, honnêtement, si tu vois une blague, ça s'appelle juste quelqu'un glisse sur une peau de banane. Vidéo préférée à vie. Il y en a pas, je crois, sur internet. Il faudrait un mec qui fait exprès de faire que des vidéos qui buzzent sur internet. Il y a un mec qui a fait beaucoup de vues cette année, un mec qui saute sur une piscine gelée en pensant qu'elle va casser et qui glisse et qui se fait mal. Et il y a pas de mecs qui font ça exprès, qui pensent à du viral et qui font vraiment... t'as beaucoup de compagnies qui essaient de faire du viral. Ouais, mais ça se voit tout de suite parce que l'image, le grain, etc. C'est des gens qui pensent à la télé, etc. Donc il n'y a pas de mec qui filme à l'iPhone un truc hyper bien réfléchi. Il y en a eu un, tu l'as peut-être vu, c'est des Québécois où t'as un aigle qui vient enlever un enfant dans un parc. Ouais. C'est, je sais pas si, c'est, en gros, c'est quelqu'un qui filme, il voit un aigle, un aigle, puis l'aigle descend, et puis il agrippe l'enfant, puis l'enfant tombe un peu plus loin. Et en fait, c'est des ingénieurs, je crois, dans une école d'ingénieurs à Montréal, et c'est un robot, mais ils l'ont filmé à la caméra, épaule, blablabla. L'image est tellement pourrie que tu te rends pas compte que c'est le meilleur déguisement, finalement, de l'intention de viralité, ça. Non, mais il y en a plein qui le font sur un coup, mais il n'y a pas de chaîne internet connue où tu sais que toutes les semaines il va poster une vidéo. C'est comme il y en a un pote à moi qui voulait faire un compte sur Twitter qui s'appelait juste @premier-degré et que c'était uniquement, mettons, quelqu'un qui va dire le temps des fêtes, le temps des réjouissances, et qui répond juste, en fait ça dépend, parce qu'il y en a, tu vois, qui ont perdu leurs parents, je suis pas certain donc juste du premier, et qui fait juste répondre à des gens avec du premier degré, et ce serait pour moi le compte Twitter le plus drôle de la terre. Mais malheureusement ces gens-là ont une vie, donc on n'a pas vraiment le temps de le faire. Il y a Alzheimer qui est marrant sur Twitter. Oui, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là, puis c'est juste, ça y est, je m'inscris sur Twitter. C'est juste @Alzheimer. Et de temps en temps, je vois dans mes potes quelqu'un qui le retweet. Ouais. T'es sur Twitter? Ouais. Pierre Cross, tout attaché. Cross, C-R-O-C-E? C-E, ouais. Donc à l'italienne? Exactement. Après, je poste pas non plus beaucoup de blagues. Hein. Parce que ton jeu d'acteur sur Twitter, il est... C'est surjoué.
C'est 164 caractères à chaque fois. C'est toujours un peu trop, j'en rajoute. Très bien. Pierre, merci beaucoup. On espère que tu vas faire du buzz, puis on espère aussi que tout le monde... T'as une adresse où un endroit où on peut te joindre si on a une vidéo qu'on trouve marrante puis qu'on veut qu'il buzz? Ça, je vais pas le dire, mais sur Facebook. Sur Facebook? Ok. Ouais. Parfait. Et donc, donc ça te permet d'avoir l'un ou l'autre fan en plus au passage? Non, c'est sur la page perso, en ami. Ok, parfait. En ami, en message, tu m'envoies. Pierre Cross, parfait. Et tu vas voir l'impact de mon podcast. Tu vas avoir je parle au bas mot de 1 à 3 nouveaux messages. Au bas mot, je te promets. De toute façon, la mécanique, c'est que je les regarde. Les messages, quand on m'envoie une vidéo, je les regarde. Si je réponds pas, il faut comprendre. Faut pas relancer. C'est comme une fille qui répond pas à ton SMS. Est-ce que tu viens chez moi ce soir? Exactement. Il y a peut-être un message sous-jacent. Ben, merci beaucoup, Pierre, et j'espère à bientôt. Merci.